Voilà, bonjour à tous. Comme vous l'aurez compris par les différents messages qui vous ont été envoyés, la situation s'est un petit peu aggravée. On n'a malheureusement plus la chance de se voir ensemble au cours tous les lundis. Et donc, la solution qui est adoptée ici, c'est d'enregistrer les cours et puis les post-it. Comme ça, vous aurez l'occasion d'en prendre connaissance. Et puis, je me tiens alors à votre disposition pour répondre aux questions si c'est nécessaire. Voilà, donc l'objet du cours d'aujourd'hui, c'est la méthode d'effort. Ça va nous occuper pendant environ une heure, où je vais vous apprendre un petit peu comment distinguer les structures qu'on appelle à nœud fixe des structures à nœud mobile. Et ensuite, comprendre la signification d'un équilibre en rotation. Mais ça, c'est quelque chose que normalement vous auriez déjà dû comprendre au terme de l'application de la méthode des déplacements. En fait, la méthode des déplacements, je vais revenir à celle-là parce qu'elle est beaucoup plus générale. C'est une méthode qui est systématique. Et donc, dans son application rigoureuse, celle que vous avez appliquée jusqu'ici, celle qu'on a vue ensemble la semaine dernière, on garde tous les degrés liberté au niveau de tous les nœuds qui sont les nœuds potentiels et potentiellement déplaçables en translation et en rotation donc dans la structure. Cette méthode-là, elle se prête particulièrement bien à une implémentation par ordinateur. C'est celle d'ailleurs qui est codée dans tous les logiciels éléments finis. Maintenant voilà, vous vous souvenez que le principe de parcimonie nous dit qu'on doit essayer de se limiter dans le nombre de degrés liberté à considérer. Et on a vu ensemble, vous avez vu ensemble aussi avec Anas au niveau des exercices, toute une série de méthodes qui vous permettent de limiter le nombre de degrés liberté. Et quand on réalise un calcul manuel, on essaie de les choisir correctement. Alors on peut les choisir correctement de manière rigoureuse, en se disant que si on n'est pas obligé d'avoir tous les degrés liberté a priori partout, on ne va pas bloquer les degrés liberté. C'est l'exemple que j'avais donné, par exemple, dans une poutre sur trois appuis comme ceci, soumise à deux charges. Le seul degré liberté qu'on va regarder, ce serait le degré liberté en rotation ici. Le degré liberté là-bas, il est superflu. Celui-là, il est superflu. Pour quelle raison ? Parce que dans les mementos qu'on vous a donnés, vous avez les matrices de raideur qui correspondent aux éléments encastrés rotulés. D'accord ? Donc déjà, l'application stricte du principe de parcimonie nous dirait qu'on devrait considérer qu'un degré liberté pour ce type de structure-là. Donc ça, c'est juste une méthode qui s'appelle simplifiée, dans le sens où on ne fait pas d'approximation. On se focalise uniquement sur les degrés liberté qui nous intéressent. Alors ce qu'on va voir maintenant dans la méthode des rotations, c'est une vraie version qu'on va appeler simplifiée, mais en même temps approximative. D'accord ? Donc dans la méthode des rotations, il faut bien se dire qu'on a une méthode qui est simplifiée, au sens de ce qu'on a vu déjà la semaine dernière, donc essayer de limiter le nombre de degrés liberté qu'on va utiliser. Mais en plus de ça, cette semaine, on va faire des approximations. Alors les approximations qui sont faites, elles consistent d'abord à négliger l'énergie de déformation des forts tranchants, ce qui est presque toujours valable, aucun problème, et négliger les déformations des forts axiales dans les éléments fléchis. Alors si on se souvient que la raideur d'une barre, la raideur axiale d'une barre, c'est EA sur L, et la raideur axiale d'une poutre en flexion, c'est EI sur L cube, le rapport de ces deux raideurs nous donne un coefficient kappa, qui pour une barre donnée, s'exprime par EA L carré sur EI. Alors là, on peut simplifier par E et par E. On se souvient aussi que le rayon de giration, I, c'est la racine carrée de I sur A. Ok, comme faire cours de mécanique des matériaux, théorie des poutres. Et donc en fait, on voit que le rapport entre la déformation ou la déformabilité axiale et la déformabilité en flexion, elle s'exprime comme le rapport L sur I à la puissance 2. L, c'est la longueur de la barre, et I, c'est son rayon de giration. Alors typiquement, quand on a une section droite, par exemple, qui serait une section en double T, le rayon de giration, c'est quelque chose qui a à peu près la taille de la section droite. D'accord ? Donc la taille, le diamètre, si vous voulez, ou le rayon du cercle que je suis en train de représenter. Alors qu'en réalité, la longueur de la poutre, L, c'est quelque chose qui est beaucoup plus grand. Et donc L sur I, de toute évidence, en plus au carré, c'est beaucoup plus grand que 1. Et donc ça veut dire qu'on a une raideur axiale qui est grande donc raideur axiale relative qui est grande par rapport à la raideur en flexion. Et c'est la raison pour laquelle les déformations d'effort axial, elles sont négligées dans les éléments fléchis par rapport aux déformations de flexion. Donc l'intégrale 1 sur EI, l'intégrale de n carré ds,
est plus petit que 1 sur i l'intégrale de m carré ds. Et quand on fait ces deux hypothèses, eh bien on obtient la méthode qu'on appelle la méthode des rotations. C'est celle que je vais développer un peu plus en détail aujourd'hui. Alors, le domaine d'application de cette méthode concerne les poutres continues, les ossatures planes à mailles rectangulaires, comme les poutres Firendale. Et alors aussi, on doit retenir qu'on ne doit pas appliquer cette méthode quand n joue un rôle important, par exemple dans les arcs, dans les treillis. C'est logique, puisque dans les treillis, il n'y a que de l'effort axial, donc on ne peut pas négliger la déformation d'effort axial. Ou bien dans les structures à mailles triangulaires, dans lesquelles les triangulations sont telles que pas mal de reprises d'effort fonctionnent sur la triangulation elle-même, donc par effet treillis. Dans les tirants, etc., etc. Alors donc, pour commencer, c'est important de comprendre la différence entre les structures à nœuds fixes et les structures à nœuds mobiles. Alors il y a un principe de base qui dit que si on fait l'hypothèse, c'est pas marqué avant, mais évidemment je le rappelle, on fait l'hypothèse que les barres sont inextensibles. Ça veut dire que inextensibles. Ça veut dire qu'en fait, on suppose que la déformabilité de l'effort axial est très petite par rapport à la déformabilité en flexion, et donc on n'aura que des barres inextensibles. On néglige la déformabilité axiale. Et donc le principe c'est le suivant, c'est que tout nœud qui est relié par l'intermédiaire de deux barres séquentes à deux autres nœuds, eux-mêmes bloqués dans la direction des barres, est un nœud fixe. Exemple, mais le principe donc c'est que ce nœud-là il est fixe parce que c'est un appui. Ce nœud-là, il est fixe parce que c'est un appui. Ah oui, la fixité, c'est une fixité en translation, d'accord? Donc on ne discute pas la fixité en rotation, on ne parle que de la translation des nœuds. Alors puisque la barre ici est inextensible, bien le nœud qui se trouve là-bas ne peut pas se déplacer dans cette direction-là. Et puisque la barre qui est ici est une barre qui est inextensible, et que son extrémité inférieure est fixée avec un appui, eh bien le nœud qu'on voit ici en haut à droite ne peut pas se déplacer dans cette direction-là non plus. Ça veut dire qu'il ne peut ni se déplacer horizontalement, ni verticalement. Par conséquent, le nœud est fixe. D'accord? Donc c'est exactement ça que le principe de base nous dit. Tout nœud relié par l'intermédiaire de deux barres séquentes à deux autres nœuds eux-mêmes bloqués dans la direction des barres est un nœud fixe. Ce nœud-ci est relié par l'intermédiaire de deux barres séquentes, 1 et 2, à deux nœuds fixes, et donc ce nœud est également fixe. Corollaire, tout nœud relié à deux autres nœuds fixes par l'intermédiaire de barres séquentes est également fixe, c'est ce qu'on vient de dire. Autre exemple, celui-ci, ce nœud-là est fixe, parce que ce sont des appuis. Donc, à cause de l'inextensibilité de cette barre, le nœud ne peut pas se déplacer dans cette direction-là. À cause de l'inextensibilité de l'autre barre, le nœud ne peut pas se déplacer dans l'autre direction. Et donc le nœud dont on est en train de parler ici au-dessus est un nœud fixe. Autre exemple, le nœud ici est fixe parce que c'est appuyé, le nœud ici est fixe parce que c'est appuyé. Puisque la barre est inextensible, le nœud ici en haut ne peut pas se déplacer verticalement. Idem de l'autre côté. Par contre, on ne peut rien dire transversalement. Et donc les nœuds dont qu'on est en train d'étudier ici, ces deux nœuds-là, ce sont deux nœuds qui sont des nœuds mobiles horizontalement. Donc ils ne sont pas fixes. D'accord? Pour qu'un nœud soit fixe, il faut qu'il soit fixé dans les deux directions, dans deux directions séquentes au minimum. Alors, que peut-on dire d'autre? Ce nœud est fixe. Ce nœud-ci, il est fixe parce que il y a une réaction d'appui ici, donc il est fixe dans cette direction-là. Alors, ce nœud ici, en haut à droite, ne peut pas se déplacer verticalement à cause de l'appui en dessous, ne peut pas se déplacer horizontalement à cause de l'appui à gauche, donc c'est un nœud fixe. Que peut-on dire du nœud inférieur? Est-ce qu'il y a une raison pour laquelle il serait bloqué transversalement? Aucune, donc c'est un nœud qui est mobile. Ok, autre exemple. Ici, celui-là, il est très rapide. Ce nœud est fixe, ce nœud est fixe. Celui-là, il est relié à deux nœuds fixes, donc il est fixe. Celui-là devient fixe. Et celui-ci, il est relié à deux nœuds fixes par deux barres qui sont séquentes, donc il est fixe également. Encore un exemple, ouais, il est tout à fait similaire. Oui, similaire, mais pas tout à fait. On aurait tendance à croire que ce nœud-ci peut se déplacer horizontalement, mais en réalité, il n'en est pas ainsi. On aurait tendance à le croire parce qu'il n'y a pas d'appui. Il n'y a pas d'appui sur cette ligne-là. On ne voit pas d'appui horizontal.
Mais ceci dit, qu'est-ce qu'on peut dire? On voit que ce nœud est fixe, et ce nœud est fixe, et donc celui-là, par conséquent, est fixe. Donc c'est exactement comme s'il y avait un appui ici, ok, sauf que évidemment il n'y a pas d'effort qui passe dans l'appui, les deux structures ne sont pas les mêmes. Je vais simplement dire en termes de cinématique, le nœud qui se trouve là-bas en haut à droite ne peut pas se déplacer transversalement, donc il est fixe. S'il est fixe et que celui-là est fixe, celui-ci est relié à deux points fixes, donc il est fixe. Et celui qu'on voit là-bas ne peut pas se déplacer transversalement parce qu'il est lié à un nœud fixe, et il ne peut pas se déplacer verticalement parce qu'il y a un appui qui est caché ici en dessous. Par conséquent, le nœud il est fixe également. D'accord? Donc, ceci c'est simplement une classification des structures en structure à nœud fixe transversalement et les structures à nœud mobile. Donc, dans ce cas-ci, on a une structure à nœud mobile, on a une autre structure à nœud mobile. Celles-là, on va les sortir du cadre de ce cours-ci et on ne va pas les étudier avec la méthode des rotations. On va étudier exclusivement les structures qui sont les structures à nœud fixe. D'accord? Donc, nous allons nous focaliser sur l'analyse de structures qui ressemblent à ça avec la méthode des rotations, qui est la méthode des rotations dans sa version de base. Ok, donc c'est important dans un premier lieu de pouvoir faire la distinction entre les structures à nœud fixe en translation et les structures à nœud mobile en translation. Si tous les nœuds sont fixes, alors la structure est dite à nœud fixe. S'il existe au moins un nœud qui se déplace, alors la structure est dite à nœud mobile. Voilà. Alors on utilise des contreventements dans une structure pour la rendre à nœud fixe. Une structure à nœud fixe possède souvent une charge critique plus élevée, ce qui est apprécié en construction métallique, où le dimensionnement des structures parfois est régi par des problèmes de stabilité. Et maintenant, il faut savoir que ce n'est pas parce qu'on met un contreventement dans un portique, si je dessine un portique simple comme celui-ci, c'est pas parce que j'ai mis un contreventement dans le portique ici que la structure maintenant devient un nœud fixe. Pour qu'elle soit un nœud fixe, il faudrait en théorie que la raideur du tirant soit infinie. Si la raideur du tirant est infinie, alors effectivement je suis d'accord, le nœud qui se trouve ici est relié à un nœud fixe et un nœud fixe, donc il est fixe lui-même. Le nœud qui est ici est lié à deux nœuds fixes, donc il est fixe lui-même également. Ok, mais alors pour que ce soit le cas, il faut que la raideur extensionnelle du contreventement soit beaucoup plus grande que la raideur qui est offerte par l'effet portique, et qui dépend, elle, directement alors du EI sur L cube de chacune des poutres et des colonnes du portique. Alors, on va voir donc dans le cadre de ce cours-ci la méthode des rotations pour les structures à nœud fixe en translation, et uniquement pour les structures à nœud fixe. Donc dans ce cas-là, les translations sont négligées. Par conséquent, les seuls inconnus qui apparaissent dans la méthode des déplacements, ce sont des inconnus de type rotation. Et évidemment, la méthode n'est pas applicable au treillis, puisque vous vous souvenez que dans la méthode des déplacements, quand je l'ai introduite tout au début, on avait dit que la méthode des déplacements appliqués au treillis ne pouvait justement utiliser comme degré de liberté au niveau des nœuds du treillis, ne pouvait utiliser que des déplacements. Ok. Alors, le degré de mobilité d'une structure, c'est le nombre de blocages simples à ajouter à une structure qui est à nœud mobile pour la rendre fixe. Bon, la mobilité, c'est un concept en translation, donc c'est indépendant des degrés de liberté en rotation. Donc ça dépend que de la translation. Et alors, la procédure pour calculer le degré de mobilité d'une structure, ça consiste simplement à mettre une rotule à chaque nœud, et puis à voir le nombre de barres liant la structure à la fondation qu'il faut ajouter pour pouvoir la rendre fixe. Le nombre de barres ajoutées correspond au degré de mobilité. Ok, je vais passer un petit peu les détails, parce que de toute manière, on utilisera la méthode des rotations que pour étudier des structures à nœud fixe. Donc ceci, c'est plutôt de l'ordre du détail. Ça servirait plutôt à analyser des structures qui sont des structures à nœud mobile. Alors, il y a une certaine influence du chargement sur la classification. Si une structure à nœud fixe n'est sollicitée que par des efforts sur les nœuds, ben, on doit considérer qu'elle est à nœud mobile. Pour quelle raison? Parce que si on considérait qu'elle était à nœud fixe et que tous les nœuds ne se déplacent pas, ben, le travail des forces extérieures dans un champ virtuel cinématiquement admissible serait égal à 0. Parce que ce sont les forces réelles fois le champ virtuel. Force réelle
multiplié par delta U, le champ virtuel. Et si la structure est un nœud fixe, et que réellement on néglige les déplacements des nœuds, mais dans le déplacement virtuel qu'on va regarder, on va devoir avoir une valeur nulle pour chacun de ces nœuds. D'accord? Donc le travail des forces extérieures est nul, par conséquent le travail des efforts intérieurs est nul, et donc c'est comme s'il n'y avait pas de déformation dans la structure. Ok, donc quand on a une structure qui est une structure à nœud fixe, sollicitée uniquement par des nœuds, on est obligé de prendre en compte la déformation des forces axiales pour pouvoir en faire son analyse. Alors, je donne quelques exemples supplémentaires. Des exemples de structures à nœuds mobiles ici au-dessus. Ben oui, on voit bien que effectivement les nœuds sont mobiles, puisqu'il n'y a pas de raison pour que le déplacement horizontal ici ou là-bas soit nul. Ici, il n'y a pas de raison pour que le déplacement vertical là-bas soit nul. Le déplacement horizontal, il doit être nul de ce point-là, parce qu'on est sur un axe de symétrie. Par contre, le point, il peut tasser verticalement. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut dire? On a la même chose pour le treillis, avec une remarque, c'est qu'il est chargé en ces nœuds. Remarque secondaire. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut dire? Des structures à nœuds fixes. Revoilà le même portique que celui que j'ai dessiné tout à l'heure. On fait juste l'hypothèse que la raideur axiale du tirant est infinie. Et si on fait l'hypothèse qu'elle est infinie, ce nœud-là est fixe, donc celui-là est fixe. Puisque celui-là est fixe et que celui-ci est fixe, celui-là est fixe également. Alors l'exemple suivant, il a l'air de ressembler à celui qu'on a vu tout à l'heure, mais il est un petit peu différent quand même, parce que ce nœud-là est fixe, donc, et celui-là aussi, donc celui-là l'est aussi, celui-là est fixe, donc celui-là est aussi, et celui-ci, par conséquent étant relié à deux nœuds fixes, doit être fixe aussi. Il ne peut pas descendre, vous voyez que le déplacement vertical ici est égal à 0 dans la déformée, alors que le déplacement vertical là-bas n'est pas égal à 0. Ok, bon, ça c'était pour donner juste quelques exemples supplémentaires. Un petit détail aussi, quand il y a des conditions de symétrie, une structure symétrique qui est chargée symétriquement est souvent un nœud fixe, ou en tout cas, il y a plus de chances qu'elle soit un nœud fixe que quand elle est chargée de manière asymétrique. Et la raison, c'est quoi? C'est qu'en fait, il ne peut pas y avoir de déplacement horizontal sur l'axe de symétrie. Exemple ici, on aurait tendance à dire que cette structure-là n'est pas un nœud fixe. Pour quelle raison? Parce que là, on a un nœud fixe, là, on a un nœud fixe, et a priori, on ne peut rien dire pour les deux autres nœuds. On comprend bien d'ailleurs que s'il y avait une charge horizontale ici, la structure se déformerait probablement comme ceci. Okay, et dans ce cas-là, on voit bien que les nœuds sont des nœuds mobiles. Par contre, si le chargement est symétrique, alors qu'est-ce qu'on voit? On voit que si le chargement est symétrique, on sait très bien que le point qui se trouve sur l'axe de symétrie, il n'y a pas de raison qu'il aille plus à gauche qu'à droite, parce que le chargement est symétrique et que la structure est symétrique. Et donc c'est exactement comme si ce point-là était modélisé comme un appui ici, et empêche le déplacement horizontal. Ça veut dire que ce point ici au milieu, on sait qu'il ne peut pas se déplacer horizontalement, et c'est comme si on avait ajouté un appui qui est un appui glissant à cet endroit-là. Par conséquent, je peux le dessiner comme ceci, et le nœud qui se trouve ici ne peut pas se déplacer horizontalement à cause de lui, ne peut pas se déplacer verticalement à cause de l'appui inférieur, et donc c'est un nœud fixe. D'accord? Donc la structure, quand on l'étudie dans son entièreté, j'insiste, devient une structure à nœud fixe, parce qu'elle est symétrique et chargée symétriquement. Si par contre on avait décidé d'exploiter la symétrie pour réduire la taille du problème, un peu comme on l'a fait dans la méthode des forces, à plusieurs reprises, utiliser la symétrie permettait de limiter le nombre d'inconnus hyperstatiques, mais en réalité, on continue effectivement d'avoir un nœud ici. Le problème c'est qu'on a introduit un nœud dans la structure qui est ce nœud-là, on continue d'avoir un nœud qui ne peut pas se déplacer horizontalement, mais par contre on a décidé d'introduire un nœud, et lui il peut se déplacer verticalement. D'accord? Donc lui, il est mobile, ce nœud, parce que le déplacement vertical n'est pas empêché. Et donc, c'est-à-dire que la méthode des rotations, qui est une méthode excessivement simple, comme vous allez voir dans quelques minutes, mais ne peut pas être appliquée pour ce type de portique-là. Ok, donc un petit peu de prudence. Si vous voyez une structure symétrique chargée symétriquement,
N'utilisez pas systématiquement la symétrie si vous voulez passer par la méthode des rotations, parce que vous devriez être éventuellement dans le besoin de devoir utiliser une méthode de rotation à nœud mobile, qui est une des méthodes qui n'est pas vue dans le cadre de ce cours-ci, et qui est un petit peu plus compliquée que la méthode des rotations à nœud fixe, qui est celle que je vous enseigne. Alors donc la méthode se décline en deux versions. La méthode pour les structures à nœud fixe, tous les degrés de liberté sont des rotations au nœud, puisqu'on a dit qu'il n'y avait pas de degré de liberté de translation, et toutes les équations d'équilibre sont des équations d'équilibre en rotation. Donc on écrit les équations d'équilibre, on va écrire kx plus kp égale p, ou kx égale p, on verra les notations tout à l'heure. Et chacune de ces équations d'équilibre, chaque équation traduit l'équilibre en rotation des nœuds. Chaque équation correspond à un nœud. Ok, donc les unités de chacune de ces équations doivent être des newton-mètres, puisque ce sont des moments intérieurs à gauche qui équilibrent des moments extérieurs à droite. Alors pour les structures à nœud fixe, donc c'est les seules que je vais étudier, donc je ne détaille pas davantage ce qu'on ferait si on avait des nœuds mobiles, parce qu'on n'a plus trop le temps de voir ça avec vous et de rentrer dans le détail de ces méthodes-là. La seule différence, cependant, juste pour votre curiosité personnelle, c'est qu'en plus des rotations au niveau des nœuds, comme on a dans les structures à nœud fixe, les déplacements transversaux sont transformés en rotations également, qui sont des rotations de cordes, psi, de manière à ce que toutes les inconnues soient aussi des rotations. Il y a un avantage à ça, c'est que si dans le vecteur x qui se trouve ici, on ne collecte que des quantités qui ont les mêmes unités, en l'occurrence ici que des rotations, plutôt que de collecter là-dedans des rotations et des déplacements, et bien en fait on se trouve avec une matrice de raideur K, où tous les éléments de la matrice de raideur ont les mêmes unités aussi, et ça rend le système beaucoup plus simple à analyser, non seulement à la main, mais aussi d'un point de vue numérique, parce qu'on a un conditionnement de matrice qui ne dépend pas du choix d'unité qu'on fait. Ok, on rentre déjà un petit peu dans des détails de programmation, c'est juste pour culture générale comme je disais. Alors, à quoi va ressembler la méthode des déplacements si on veut l'appliquer à une structure et qu'on sait d'emblée que les déplacements sont nuls? Donc le U1 et le U2, je veux les enlever parce que je sais bien que de toute manière ils sont nuls. Et donc ce qui m'intéresse, c'est uniquement le déplacement, ou plutôt la rotation U2 et la rotation U6. Et donc, dans la matrice de raideur, je vais faire quoi? Je vais purement et simplement supprimer les lignes et les colonnes qui ne m'intéressent pas, c'est-à-dire celles qui correspondent au degré de liberté en translation, et conserver uniquement les éléments de la matrice de raideur qui correspondent au degré de liberté en rotation. Alors pourquoi est-ce que je fais ça? Mais si je simplifie, quand j'écrivais tout à l'heure kx égale p, en supposant qu'il n'y ait pas d'effort entre nœuds, puisque ça ne change rien au raisonnement que je vais faire, cette équation matricielle, si je la développe un tout petit peu, donc k fois x égale p, je vais avoir donc k11, k12, etc. jusqu'à k1n, avec n le nombre de degrés de liberté choisis dans la méthode des déplacements. Je vais jusqu'à kn1, kn2, knn. Et puis je dois multiplier ça par tous les degrés de liberté. Parmi ces degrés de liberté, il y a des degrés de liberté, admettons qu'on ait des degrés de liberté en translation et d'autres degrés de liberté en rotation. Donc on a des équations d'équilibre en translation et des équations d'équilibre en rotation. Alors, qu'est-ce que je vais dire? Je vais dire que, par exemple, U1 et U2 sont des translations, d'accord? Je mets un petit t ici pour indiquer que c'est une translation, et on dit que la translation est égale à 0 parce que c'est une structure à nœud fixe, et que les nœuds ne se déplacent pas. C'est l'hypothèse qu'on fait. On fait l'hypothèse que tous les nœuds ne se déplacent pas par corollaire, si vous voulez, de l'inextensibilité de chacune des barres.
Et bien donc, qu'est-ce qui va se passer quand on va faire maintenant le produit matriciel? On doit faire normalement K11 U1 plus K12 U2 plus K13 U3, etc., etc., est égal à P1. Mais puisque U1 et U2 sont nuls, le K11 et le K12, je n'en ai pas besoin. Ils ne vont pas contribuer dans l'équation, dans la première équation qui vient de ce système matriciel. Ensuite, qu'est-ce que je vais dire? Je peux dire la même chose pour la deuxième équation. Je peux dire la même chose pour la troisième, quatrième, etc., jusque pour la énième équation. Et au bout du compte, je me retrouve avec quoi? Si on n'a que U1 et U2 qui sont des degrés de liberté en translation, on va se retrouver avec n équations ici. Et combien d'inconnus? Uniquement les inconnus qui seraient nos inconnus en rotation. Dans cet exemple, on en a n-2, puisqu'on a 2 inconnus en translation. Donc, avec un inconnu, bien sûr, on en a trop. Et donc, qu'est-ce qu'on fait? On va simplement ne pas considérer les deux premières équations qui sont redondantes, et on va conserver uniquement les équations qu'il nous reste. n-2. Et donc, c'est exactement ce que je fais ici. Je supprime les colonnes qui correspondent au degré de liberté bloqué. U1 est bloqué, U2 est bloqué, U4 est bloqué, U5 est bloqué. Et parmi les 6 équations qui me restent, je décide de n'en conserver que 2. Et les 2 seules que je vais garder, ce sont celles qui permettent d'exprimer les équations d'équilibre en rotation. Okay, et donc dans la matrice de Redor, qu'est-ce qui va nous rester? Il va nous rester uniquement des termes qui sont vraiment très très simples. 4EI sur L, 2EI sur L, 2EI sur L et 4EI sur L. Phi A ou U3. Je vais noter des phi comme ça on garde en tête que ce sont des rotations. Phi A, phi B. Et ça, ce sont les efforts intérieurs dans la barre. Et on doit bien sûr écrire que ces efforts intérieurs équilibrent les moments appliqués au nœud. Alors, on peut faire le même exercice en repartant de la matrice de... Donc là, voilà, je la rappelle ici, tellement elle est importante. Celle-là, vous devez ne pas l'oublier. Et vous allez voir que quand vous utilisez la méthode des rotations, cette matrice, elle doit être connue vraiment par cœur. On pourrait faire le même exercice pour la barre encastrée rotulée. Pour ça, il faudrait peut-être juste revenir dans le memento. Si on revient dans le memento, la barre la matrice de Redor pour la barre encastrée rotulée, la voilà. Je supprime le degré liberté 1 parce que c'est une translation. Je supprime le degré liberté 2 parce que c'est une translation. Je supprime le degré liberté 4 aussi. Et le degré liberté 5 aussi. Et donc il me reste quoi? Il me reste hors de la matrice, il me reste finalement qu'un scalaire. Et il me reste donc que le degré liberté numéro 3 qui correspond à cette fonction d'interpolation là. Ok, et donc voilà les valeurs des moments aux extrémités de la poutre, c'est ce que je viens d'écrire, en fonction des rotations à gauche et à droite, phi A, phi B. Et j'ai ajouté ici le petit M3, petit M6, qui sont les moments qui proviennent associés aux sollicitations sur la barre. Les sollicitations non nodales, donc distribuées entre les nœuds. Exactement comme dans la méthode des déplacements, il n'y a pas de raison que ce soit différent. Alors donc pour les structures à nœuds fixes, les contributions de chaque élément aux coefficients KII et KIJ sont positives. Vous voyez bien, parce qu'on n'a que des 4, 2, 2, 4, ou bien 3. Et donc on n'a que des valeurs positives dans la matrice de Redor. C'est aussi quelque chose qui est relativement appréciable, parce qu'on n'a pas de problème de signe. Parfois dans la méthode des déplacements, vous avez peut-être rencontré les exercices où vous vous demandiez, est-ce que je dois mettre un plus ou un moins? C'est parfois pas évident, surtout quand on commence à utiliser les méthodes. Mais ici, quand on utilise la méthode des rotations, il n'y a absolument aucune raison de se tromper. On ne fait chaque fois que des sommes de choses positives, et donc tous les éléments de la matrice de Redor K, au bout du compte, doivent être positifs. Alors si on regarde maintenant un nœud où aboutissent N1 barres biencastrées, donc
comme ceci, et N2 barres qui sont appuyées à l'autre extrémité, comme ceci. Je peux donner un exemple, peut-être. Voilà. Une structure qui serait représentée comme ceci. Voilà. Voilà un nœud ici où on a une barre qui est encastrée à l'autre extrémité. Elle n'est pas vraiment encastrée, mais si je veux utiliser la méthode des rotations, le nœud qui est là-bas à gauche, je vais devoir le bloquer. D'accord, je vais devoir le bloquer en rotation, donc c'est comme s'il était encastré. Celui-là aussi, il est encastré à l'autre extrémité. Et puis après, j'ai deux barres qui sont rotulées à l'autre extrémité. Ok, donc là, on en a 2 et 2. Alors, qu'est-ce qu'on dit? Pour un nœud comme celui-là où aboutissent N1 barres bien encastrées et N2 barres appuyées à l'autre extrémité, si on note U, la rotation inconnue en ce nœud, et UJ, la rotation inconnue en un autre nœud, ok, UI, UJ, donc par exemple I et J, mais qu'est-ce qu'on va avoir? Pour le quin II, c'est la somme des raideurs qui sont offertes par chacune des barres qui aboutissent en ce nœud-là. Donc pour les N1 barres qui sont bien encastrées, donc les deux barres mauves ici, on va devoir sommer les 4 I sur L. Et pour les N2 barres qui sont appuyées à l'autre extrémité, on va devoir sommer les 3 EI sur L. Ok, et alors pour le terme croisé KIJ, d'accord, donc j'ai écrit ici I est différent de J. Qu'est-ce qu'on va avoir? On va avoir simplement, en fonction du type de barre qui connecte les deux degrés de liberté I et J, ici on a une barre qui est plutôt de type encastré, donc la raideur elle sera égale à 2 EI sur L. L'autre possibilité, si je vais regarder un autre degré de liberté, qui était un degré de liberté J, où c'était connecté par une barre encastrée appuyée, par exemple ce degré de liberté là, mais quoique ce n'est pas un degré de liberté qu'on va introduire dans la liste des degrés de liberté à conserver, d'habitude, par parcimonie, donc on aurait 0 dans ce cas-là. Alors, donc, qu'est-ce qu'on voit? On voit que dans KII, il y a plusieurs termes. On fait une somme. On fait une somme ici. Il y a plusieurs termes dans KII. Par contre, il y a un seul terme dans KIJ. Parce que les degrés de liberté I et J sont nécessairement associés à deux nœuds différents qui sont reliés par une seule barre. Alors que dans KII, il peut y avoir potentiellement beaucoup de barres qui arrivent. Ok, c'est la raison pour laquelle on a une somme. Et donc, qu'est-ce qu'on voit? Dans la ième équation, le nombre de KIJ non nul est au plus égal au nombre N1 plus N2 de barres qui aboutissent au nœud considéré. Donc en fait, on voit que la somme des KIJ, la somme sur J pour tous les J avec J différent de I, la somme des KIJ est toujours strictement inférieure à KII. Pour quelle raison? Je vais reprendre encore de nouveau pour cet exemple-là. Si je regarde le KII, mais cette barre-là, elle contribue toutes les deux à concurrence de 4 EI sur L. 4 EI sur L. Les deux autres barres, elles contribuent à concurrence de 2 EI sur L, de 3 EI sur L et 3 EI sur L. Alors si je regarde maintenant les KIJ, mais avec des J variables, hein, donc c'est bien ce qu'on est en train de faire ici, J varie de 1 à N, et J doit être différent de I. Donc, on va les numéroter. Je vais les numéroter comme ceci. 1, 2, 3 et 4. J égale 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3 et 4. Alors, ce qui m'intéresse, donc c'est le KII, ça va être la somme de toutes ces raideurs-là. Donc, dans cet exemple-là, les longueurs sont les mêmes, donc je peux pas... Chacune doit venir avec sa longueur, hein, si on est bien d'accord. Je ne peux pas purement les additionner comme ça. Par contre... donc ça c'est le KII. Par contre les KIJ, là ce n'est plus une somme et on n'a plus qu'une seule valeur à la fois. Donc soit 2 EI sur la longueur de la barre mauve pour le premier, 2 EI sur la longueur de l'autre barre mauve pour le deuxième, et 0 pour le 3 et le 4. En fait ce que je suis en train de dire ici, c'est que si donc je fais la somme de tous ces termes-là,
je fais la somme de tous ces termes-là, mais je vais avoir quelque chose qui est nécessairement plus petit que la somme de tous les autres. Effectivement, on sait bien que chaque fois qu'on a un terme ici en dessous, il est toujours plus petit que celui qui est au-dessus, puisque soit c'est un 2 par rapport à un 4, soit c'est un 0 par rapport à un 3. Et donc, la somme sur j avec j différent de i de tous les k i, j, elle doit être strictement inférieure à k i, i. Ce que ça veut dire maintenant au niveau d'une matrice, ce que ça veut dire maintenant au niveau de la matrice de Redor, si je dessine la matrice de Redor comme ceci, avec ses différentes lignes et ses différentes colonnes. Ok, je prends l'exemple d'une matrice de Redor 6 x 6. Ok, pour n'importe quelle valeur de i, KII est toujours strictement plus grand que la somme des éléments qui se trouvent sur la même ligne. Ou bien, puisque la matrice de Redor est symétrique, vous en souvenez, est strictement plus grand que la somme des éléments qui se trouvent sur la même colonne. Ça veut dire que la matrice de Redor, la matrice K, est à diagonale dominante. Alors vous avez certainement vu ça dans vos cours d'algèbre. Une matrice K qui est une matrice à diagonale dominante, c'est nécessairement une matrice qui est définie positive. Et c'est une matrice qui est généralement donc bien conditionnée. C'est un peu comme si on avait une matrice qui est essentiellement diagonale, avec des éléments sur la diagonale qui sont grands, et puis des éléments hors de la diagonale qui sont petits. Si c'est le cas, quand on sollicite un degré de liberté, on va faire tourner essentiellement ce degré de liberté là. D'accord ? C'est ça que ça veut dire. Alors, la conclusion à retenir, c'est que la matrice est donc définie positive, même strictement positive, parce que l'inégalité est stricte. Et ça, c'est une propriété qui nous sera intéressante, parce que vous allez voir que la semaine prochaine, dans la méthode de Cross, on se basera sur les équations de la méthode des rotations, et on essaiera de les résoudre avec une méthode itérative. Et la méthode itérative qu'on va utiliser, elle fonctionne d'autant mieux que les termes hors de la diagonale sont petits par rapport aux termes de la diagonale. Voilà. Alors pour clôturer, je vais vous montrer un petit exemple. L'exemple suivant, celui d'une une structure à 3 travées de portée L, 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 une hauteur L. On suppose qu'on a la même raideur flexionnelle EI sur chacune des poutres. Et cette structure est soumise à 3 charges qui sont des charges concentrées F. Alors vous allez voir comme la méthode des rotations est excessivement rapide. Donc qu'est-ce qu'on fait ? On va d'abord identifier le nombre de degrés de liberté à considérer. Le principe de parcimonie nous dit que ici on ne doit pas en considérer et là on ne doit pas en considérer, puisque ce sont des poutres qui sont juste encastrées et rotulées et que nous avons les informations de raideur pour ces poutres-là. Donc il reste uniquement 2 degrés de liberté. J'utilise toujours la même convention, je les rappelle, positif dans le sens trigonométrique. Je vais définir cette rotation-là U1, cette rotation-là U2. Alors, dans la méthode des rotations, qu'est-ce qu'on fait ? On doit considérer 3 cas. Puisqu'on a 2 degrés de liberté, on doit considérer 3 cas de charge. Le degré de liberté est égal à 1, le degré de liberté 2 est égal à 1, et un coup où tous les 2 degrés de liberté sont bloqués, U1 égale U2 égale 0, et où on regarde uniquement les sollicitations aux nœuds qui résultent des forces extérieures. D'accord ? Donc on a F, F et F. Voilà. Alors quand on fait ça, quand on impose une rotation unitaire du degré de liberté 1, qu'est-ce qu'on va voir ? On voit qu'on mobilise sur chacune des poutres soit un 4i sur L, soit un 3i sur L. Ici, vous voyez que celle-là, elle est rotulée à l'autre extrémité. Puisqu'elle est rotulée à l'autre extrémité, c'est un 3i sur L. Celle-là, elle est encastrée à l'autre extrémité, donc c'est un 4i sur L, et celle-là aussi. 2 x 4, 8 plus 3, ça fait 11. Et donc, on voit que K11 est égal à 11i sur L. De l'autre côté, le K12 est égal à 2i sur L, parce qu'on a une poutre qui est encastrée. D'accord ? Donc K12 est égal à 2i sur L.
On peut regarder le deuxième cas. Dans le deuxième cas, c'est symétrique, donc c'est pas très compliqué. On a la même chose, on a un 4i sur L, 4i sur L, 3i sur L. On les additionne, ça veut dire que K22 est égal à 11i sur L. Et ensuite, le K12 est égal à 2i sur L, parce qu'on a un élément, de nouveau, encastré qui relie les degrés liberté 1 et 2. Donc la matrice de Redor, K, elle vaut EI sur L, fois 11, 2, 2, 11. Et vous voyez qu'effectivement, comme je le disais, c'est une matrice à diagonale dominante, donc on a essentiellement les termes importants sur la diagonale de cette matrice. D'accord? Ça ne veut pas dire qu'on peut négliger les termes hors de la diagonale, hein, mais en tout cas, on sait qu'ils sont plus grands sur la diagonale qu'ailleurs. Alors, maintenant, les termes le KP ou les termes de chargement, pour faire ça, on doit aller voir dans notre table. Ça ne change pas du tout par rapport à ce que vous connaissez. Donc si je prends par exemple ici à droite la poutre qui est encastrée, appuyée avec une charge F ici à mi-longueur, on doit retourner dans le memento pour trouver les valeurs de ces sollicitations-là. Voilà, c'est ici. Une charge F, il faudra juste qu'on le change de signe, parce que chez nous, la force F, elle va vers le bas, plutôt que d'aller vers le haut. Ce qui nous intéresse, c'est le degré liberté 3. Et donc la valeur à conserver, c'est moins 3PL sur 16, mais changer de signe. D'accord? Donc on a un 3PL, P s'appelle F chez nous, donc on a un 3FL sur 16 qui vient ici. Ok? Alors on a la même chose à gauche, et par symétrie, et on doit avoir là alors un moins 3FL sur 16, parce qu'on voit bien que le moment va dans l'autre sens. D'accord? Donc le moment, il est représenté positivement dans le sens de la flèche qui est représentée là-bas, mais on voit bien que pour avoir une courbure qui est cette courbure-là, on doit imposer localement un moment dans ce sens-là. D'accord? On voit que la courbure, elle est comme ça ici. Okay? Exactement comme de l'autre côté, la courbure, elle est aussi comme ça, c'est une courbure négative, et donc le moment qu'on doit imposer, c'est un moment comme ceci. Okay? Et ce moment-là, il est positif au sens de la méthode des rotations ou des déplacements. Alors, pour l'élément central, c'est la même chose. On a l'élément encastré, avec une charge concentrée F au milieu. On va aller voir dans le memento. Et dans le memento, qu'est-ce qu'on trouve? On trouve pour le degré liberté 3 à gauche, moins PL sur 8, qu'on doit changer de signe parce que nous, F est dans le signe contraire, dans le sens contraire de P. Et le 6, donc on aura moins FL sur 8. D'accord? Donc plus à gauche et moins à droite. Donc plus FL sur 8 à gauche et moins FL sur 8 à droite. Ok? On fait la somme de ces valeurs-là pour regarder le déséquilibre total au niveau de chacun des nœuds. Donc, il faut mettre sur le même dénominateur commun. FL sur 8, ça nous donne 2 FL sur 16. 2 moins 3, ça fait qu'il en reste moins 1. Donc on se retrouve bien ici avec moins FL sur 16. Et par contre, de l'autre côté, moins 1 huitième, ça fait moins 2 16e. Plus 3, ça fait plus 1 16e. Et donc on se retrouve bien avec plus FL sur 16 là-bas. Ok, on observe de nouveau la symétrie parfaite de cette structure, puisque les termes de chargement ici changent de signe à cause de la symétrie, comme vous l'aurez bien compris, avec les détails qu'on vient de développer. Et donc voilà, il suffit de maintenant résoudre ce système d'équations-là. On fait passer bien sûr ceci au membre de droite, on inverse la matrice 2 fois 2 qui se trouve là-bas, tout calcul fait, on a les déplacements U1, U2 qui valent FL carré sur 144 EI. Positif pour le premier, négatif pour le deuxième. Ok, donc ça veut dire que U1 tourne effectivement comme ceci, et U2 tourne, lui, dans l'autre sens, comme ça. D'accord, donc ça on le voit bien sur la configuration déformée. Si U1 tourne dans le sens positif, ça veut dire que localement U1 va ressembler à ça. Et si U2 tourne dans l'autre sens, c'est-à-dire que localement U2 va ressembler à ceci. Alors, que peut-on dire d'autre? Une fois qu'on a terminé de déterminer les rotations des nœuds, ceci ce sont donc les rotations des nœuds.
Une fois qu'on a terminé de déterminer les rotations des nœuds, on peut passer aux efforts intérieurs. On va utiliser les relations qui existent entre les efforts internes et les rotations des nœuds, ici, dans ce cas-là. Donc on utilise les rotations, on va repartir élément par élément avec la matrice de raideur de l'élément et le Kp de l'élément. Exactement comme dans la méthode des déplacements, qui est la méthode générique qu'on a vue tout à l'heure, qu'on a vue la semaine dernière. Ok, et donc dans ce cas-là, ça va nous permettre de déterminer les moments de flexion. Alors je vous rappelle que les moments de flexion qu'on calcule, ce sont des moments de flexion qui sont obtenus avec la méthode des déplacements. Donc on va calculer les valeurs des moments M3 et M6. D'accord? Déplacement, rotation, où j'anticipe pour la semaine prochaine la méthode de Cross. Et si vous voulez passer à l'équivalent en termes de résistance des matériaux, je vous rappelle qu'il faut faire excessivement gaffe. Le M3 doit changer de signe pour obtenir un MA si vous décidez d'utiliser la fibre inférieure comme fibre de référence. D'accord? Donc là, on vous demande de faire un tout petit peu attention pour convertir vos résultats en résultats résistance des matériaux avec les conventions de fibres tendues qui sont les fibres représentées en traits pointillés, de manière à avoir des résultats qui soient interprétables. Alors, vous voyez qu'ici au membre de gauche, dans cette équation-là, en haut d'écran, on n'a que des moments. Donc on n'a pas les efforts tranchants, il n'y en a pas les efforts axiaux, comme on les avait dans la méthode des déplacements. Pourquoi est-ce qu'on ne les a pas? Parce que c'est une méthode cinématique où on va calculer des efforts uniquement là où il y a des déformations ou des déplacements. Donc les efforts axiaux, vu qu'on a supposé que la structure était un nœud fixe, mais il est bien sûr impossible de calculer les efforts axiaux. D'accord? Donc la seule possibilité d'y arriver, c'est de passer par les efforts tranchants, qui eux sont obtenus à partir du diagramme des moments en dérivant. Donc on va obtenir les efforts tranchants partout dans la structure. Et ensuite, il suffira d'écrire l'équilibre des nœuds, encore une fois, mais cette fois-ci équilibre en translation des nœuds, alors qu'avant on avait écrit l'équilibre en rotation des nœuds. Donc on écrit la somme des F et la somme des Fx et des Fy sont nuls sur chacun des nœuds, et ceci nous permettra de déterminer les efforts axiaux. Voilà. Et alors si éventuellement dans la structure il y avait des forces au nœud en plus des forces qui ne sont pas les forces au nœud, eh bien c'est exactement ici qu'elles apparaissent. Ok. Je pense que tout ça donc est assez complet. Et donc qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? S'il y a n nœuds au total dans la structure, on peut déterminer 2 n efforts normaux, puisqu'on a deux équations par nœud, un équilibre selon x, un équilibre selon y. Et donc ça veut dire que quoi? Ça veut dire que si au total il y a plus que 2 n bars où il existe des efforts axiaux à déterminer, alors on ne sait pas les déterminer tous. On dit que la structure elle est hyperstatique à l'effort normal. D'accord? Puisqu'on n'a que 2 n équations avec 2 n inconnus qui sont les efforts normaux dans les différentes barres. Et donc la détermination vient du fait qu'on a négligé les déformations d'efforts axiales et qu'on n'a pas dans notre système créé suffisamment d'équations que pour pouvoir déterminer toutes les inconnues du problème. Ok, alors ce type de structure-là, qui est hyperstatique à l'effort normal, elle est généralement déconseillée parce qu'elle est super sensible aux effets thermiques et aux déplacements imposés. Ok, elle est fortement hyperstatique sur toutes les propriétés qui sont reliées à l'effort axial. Alors bon, voilà, tout calcul fait, on retrouve un diagramme d'effort. Qui est ce diagramme d'effort-là? Je vous laisse le vérifier tranquillement parce que c'est vraiment pas plus compliqué que ce que vous avez fait la semaine dernière en termes de méthode des déplacements. D'accord? Donc d'abord le diagramme des moments. Une fois que vous avez obtenu le diagramme des moments, le diagramme des efforts tranchants, et puis les équilibres nœuds pour déterminer les efforts axiaux. Voilà. Je n'en dis pas plus. Vous comprenez ici pourquoi l'analyse dans les structures isostatiques est quelque chose sur lequel on a vraiment insisté l'année dernière et même cette année encore en début d'année. Voilà, j'espère que c'était clair. Vous avez maintenant une séance d'exercice pour le reste de l'après-midi. Je ne sais pas encore très bien comment les exercices vont être dispensés, mais profitez-en un maximum pour bien comprendre les méthodes et les appliquer. Et n'hésitez pas à vous entraîner aussi avec quelques exercices supplémentaires. Voilà, merci à tous.